BFM Patrimoine, l'œil du stratège. Notre stratège aujourd'hui, c'est François Dossou. Bonjour François. Bonjour Cédric. Pour Siena Gestion, ouf! A priori, le psychodrame de la dette américaine est évité. Oui, je voudrais, on peut dire pour la 78e fois, hein, parce que je rappelle que depuis 1960, c'est à peu près 78 et là peut-être 79e fois que on relève ce plafond. On relève ce plafond avec toujours ce cirque sur un dénouement de dernière minute. Bon, quand vous regardez la réaction du marché ce matin, vous comprenez qu'en fait, la semaine dernière, lorsqu'on avait déjà des anticipations d'un accord, le marché avait déjà commencé à remonter. Le marché n'est pas loin de son plus haut, donc ça veut dire que ce psychodrame, en fait, le marché n'en a pas vraiment tenu rigueur et que le marché aujourd'hui est plutôt prêt à regarder et à regarder de l'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, le défaut américain a priori sera évité. Est-ce qu'il y a d'autres risques, selon vous, qui perdurent ? Alors, le défaut sera évité, comme vous le dites, a priori, parce qu'en fait... faut voter, etc. Ouais. Faudrait-il rappeler en fait qu'il doit être validé par la Chambre des représentants et qu'aujourd'hui, contrairement aux situations antérieures, on est dans un environnement où les deux clans sont un peu plus dispersés. En fait, ils communiquent et ils votent un peu moins de manière un peu plus désordonnée. C'est un peu, ce n'est pas sans nous rappeler une situation que l'on connaît un petit peu, c'est ça ? France. Donc il y a quand même une incertitude, mais aujourd'hui, ce qu'il faut considérer, c'est qu'il faut quand même se rendre compte qu'on est dans une élection qui va en 2024. Et aucun camp ne prendra le risque d'aller au défaut, et qu'on va trouver un accord à minima et que les ambitions, et c'est de bonne guerre en fait de montrer qu'on a une divergence avec le petit copain, mais tout ceci n'est pas de nature en fait à nous entraîner dans la crise systémique à laquelle en réalité nous n'avons jamais cru. Quels sont sinon donc des risques qui selon vous existent encore ou au contraire est-ce que vous pensez qu'il y a peu de risques qui aujourd'hui planent sur les marchés? On parle par exemple de la Fed qui craint cette contraction plus large de crédit qu'on observe un peu aux États-Unis. Enfin, voilà. Quels sont éventuellement les risques s'il y en a que vous avez identifiés? Alors les risques qu'on peut identifier quand même si on reste toujours sur le domaine de la dette américaine, c'est qu'il va falloir la financer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit vous pouvez augmenter le plafond, il y aura un afflux d'émissions qui va arriver sur le marché et donc il va falloir financer dans un environnement où la liquidité est quand même particulièrement faible et que vous êtes en plein tightening, vous êtes dans des retraits de liquidité, vous avez aussi des taux qui sont remontés, vous avez le surenchérissement des niveaux de financement, donc naturellement aujourd'hui vous avez un environnement qui n'est pas très propice à se refinancer et qui peut peser en termes de liquidité sur le marché. Donc, bon, non, la messe n'est pas encore dite, mais tout ceci n'est pas de nature quand même à nous amener dans un environnement systémique, et surtout lorsque vous vous appelez les États-Unis et que vous avez le dollar. Moi, je ne vois pas beaucoup de signes. Je ne vois pas beaucoup de signes de défiance aujourd'hui vis-à-vis de la dette américaine. Lorsqu'on regarde l'euro-dollar, c'est quand même peut-être le meilleur indicateur. Il est revenu à 1,06, 1,07. Donc, moi, je ne vois pas de signes de défiance. À juste raison, quand vous avez aujourd'hui probablement l'actif le plus sûr qui vous rapporte 5% par an, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Pas de raison de s'en priver. Oui, je pense que quand même c'est plutôt bien rémunéré. Un mot aussi peut-être du reste de la planète économique et notamment d'un autre sujet qui a beaucoup fait monter les marchés, c'était le retour de la Chine sur la place mondiale avec la fin des mesures anti-Covid, etc. On a l'impression que ce retour, on l'a très longtemps pricé, comme on dit en bon français, et que là, c'est un peu en train de décevoir. Oui. Comment est-ce que vous voyez les choses sur cette question chinoise? Alors, pour moi, la question chinoise, c'est comme l'inflation. Je pense qu'on est trop pressé. En fait, on est trop pressé. Ce qu'on constate... On veut tout de suite, quoi. Voilà, on veut tout de suite. Hein. On veut tout de suite. La reprise chinoise, comme dans les pays européens, elle a commencé par se retrouver dans les services. Aujourd'hui, en fait, si on regarde la photo depuis le début de l'année, c'est plutôt l'année des services. Mais ça, ce n'est pas spécialement lié à la Chine. Nous sortons d'une pandémie et donc les services, et on voit bien que l'inflation aujourd'hui, elle est notamment dans les services, elle est en train de se transférer au niveau de l'économie, au niveau des marges des entreprises via une augmentation des salaires. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est d'abord une problématique de timing. Donc les services se portent bien, y compris en Allemagne où on a vu quand même qu'il y a eu une récession. On nous a annoncé la récession, c'est-à-dire 2 trimestres
consécutif de recul du PIB la semaine dernière, on voit que les services continuent à tenir. Donc après les services, aujourd'hui, la problématique que nous voyons, c'est qu'il y a une grosse dichotomie entre les PMI services et les PMI industriels. Les PMI industriels, naturellement, la Chine pèse lourdement dessus, mais ce qui va se passer, c'est qu'après les services, nous sommes très confiants sur le fait que le manufacturier va reprendre le relais. Donc, et un seul indicateur pour le montrer, y compris en Allemagne, comme je disais tout à l'heure, où les chiffres sont plutôt mal orientés avec une croissance qui est en recul, on se rend compte qu'au niveau de l'IFO, il y a déjà un rebond au niveau des secteurs qui sont plus en amont du processus de production, c'est-à-dire la chimie. Bon, vous savez que l'Allemagne, une des raisons pour lesquelles elle est tombée en récession, c'est quand même sa dépendance au gaz et l'envolée des prix du gaz. Nous constatons quand même qu'aujourd'hui, après ce choc pétrolier, on va assister à un contre-choc et naturellement, on va commencer à avoir un rebond sur les secteurs les plus cycliques, les plus en amont du processus et ça devrait améliorer les indicateurs industriels. Donc, en fait, fondamentalement, c'est juste se donner du temps. Laisser à nos économies, quelles qu'elles soient, le temps de digérer ces quelques années de pandémie qui ont un peu absolument chamboulé. Absolument. En fait, si on refait un peu de prospective, en fait, on se rend compte que les banques centrales, elles ont agi, elles ont mis beaucoup de liquidités sur le marché, elles sont dans une logique de réduction de cette liquidité. Donc la réduction de cette liquidité se traduit par une normalisation du système économique. Donc la normalisation du système économique, après tant d'années d'injection de liquidité, va d'abord se traduire par des soubresauts, par de la volatilité, par de la normalisation, mais quelque part, en fait, tout ceci est très diffus. On a eu une sorte de tsunami au niveau de l'inflation qui, aujourd'hui, est en train, par vagues successives, est en train, petit à petit, de retourner dans son lit. Donc, il faut du temps. Comme l'inflation va finir par revenir dans des zones plus ordinaires. Nous ne croyons pas vraiment à cette convergence vers 2%, mais si la Fed, en fait, accepte une inflation aux environs de 3-4%, je pense qu'avec une politique monétaire qui est aujourd'hui à son pic, donc on va pouvoir souffler aussi sur les hausses de taux qui ont été assez spectaculaires, 500 BP de hausse en un an, et donc un impact qui peut être relativement significatif sur l'économie. On va avoir progressivement une inflation qui va baisser, on va avoir progressivement des salaires qui vont prendre le relais, c'est-à-dire que c'est l'OCDE qui le dit, pour que les salaires compensent l'inflation, il faut à peu près 2 à 3 ans. Et donc on va se retrouver, je ne suis pas spécialement très pessimiste, parce qu'on va se retrouver dans un cadre où les salaires réels vont repasser positifs. Et ça, c'est de nature à soutenir la consommation et à pouvoir entretenir une croissance qui, on est bien d'accord, ne va pas être d'une ampleur massive, mais on pourrait éviter cette récession sur l'ensemble des pays de la zone euro. Comment on fait quand on est épargnant, qu'on a des billes en bourse, comme on dit, et qu'on se dit, bah voilà, on est peut-être aussi à un moment de césure, il va peut-être falloir que j'ajuste un peu le portefeuille qui m'a porté ces derniers mois. À quoi ça ressemble les arbitrages actuels chez Siena ? Alors, les arbitrages actuels, c'est peut-être sortir un peu des indices. Effectivement, en gérant actif fondamental, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est vrai que quand on regarde les indices globaux, ils sont plutôt bien valorisés. Et là, je parle de la classe active. Par contre, on a un marché à 2 vitesses. On a une dichotomie entre des valeurs, et c'est les valeurs de consommation en Europe, notamment le luxe. C'est aussi les valeurs de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Nvidia, la semaine dernière, 24% en une séance, ça fait 160% depuis le début de l'année. Bon, je pense que, en fait, sur tout le pan des semi-conducteurs, vous pouvez commencer à prendre des profits et plutôt vous orienter vers des sociétés de services qui, elles aussi, vont bénéficier de l'intelligence artificielle. C'est des Dassault, c'est des Nemetschek, qui, eux, vont justement exploiter, en fait, cette intelligence artificielle à travers des algorithmes plus complexes. Donc, ça, c'est les arbitrages que nous pouvons faire au sein même de la technologie pour vous montrer qu'en fait, tout n'est pas forcément excessivement cher. Vous avez des pans de la côte qui sont restés totalement à l'écart de cette tendance de hausse. C'est la banque, banque qui souffre toujours de cette
crise bancaire qui a eu lieu aux États-Unis, mais qui aujourd'hui n'a toujours pas retrouvé ses cours. Le paradoxe de la banque, et donc nous restons très positifs sur la banque, c'est que vous avez des valorisations qui oscillent entre déprime et panique totale, alors que vous avez un secteur qui au cours du dernier trimestre affiche encore des marges historiques. Et je pense que le marché se trompe un peu sur les banques parce que c'est le phénomène de hausse de taux qui a entretenu la marge des entreprises va se poursuivre. Pour donner un exemple très très simple, lorsque les banques, les crédits vont se renouveler, ils vont se renouveler à des niveaux plus élevés que par le passé. Et donc ça va. On a encore des surprises positives à attendre sur les banques européennes. Et donc nous, aujourd'hui, nous sommes acheteurs des banques européennes. Un portefeuille équilibré aussi, parce que quelque part, je pense que les télécoms, au cours des dernières semaines, ont plutôt eu tendance à sous-performer, parce que vous avez eu des EBITDA, des marges EBITDA, des marges d'exploitation qui ont été un peu décevantes au premier trimestre, sur une hausse des CAPEX qui n'était pas anticipée. Je pense qu'aujourd'hui, dans le marché, en fait, les télécoms représentent une belle alternative avec notamment la perspective du M&A, des fusions-acquisitions. Il y a du rendement en plus. Et aussi du rendement, et des valorisations qui sont plutôt attractives. Non, dans ce marché, il y a des choses à faire. Et nous ne sommes pas dans un scénario catastrophe où nous pensons que les marchés, il faut surtout commencer à les éviter. Non, nous pensons qu'il y a des arbitrages à faire. Il faut se méfier des valeurs qui ont les grands noms de la côte qui ont fortement monté, sans pour autant démériter. Je pense qu'il y a des entreprises aujourd'hui, en faisant un tri sur leur rendement et leur valorisation, vous trouvez sur la côte un certain nombre d'idées à jouer pour le moyen terme. Merci François. François Dossou et Siena Gestion qui nous